On a créé ce webinaire, alors c'est une nouvelle pour nous, donc une nouveauté pour nous, donc il y a peut-être, il y aura peut-être quelques petits couacs techniques, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et l'objectif, c'est de répondre à vos questions sur des thématiques assez variées, qui sont des thématiques un peu sur lesquelles la Maison Botanique a une certaine expertise. Parce qu'on reçoit beaucoup de questions par mail, par téléphone, et on s'était dit que le confinement aidant, on avait un peu du mal à se déplacer, ou les gens à se déplacer. On s'était dit que ça pouvait être intéressant de tester cette solution. Alors ça va dépendre des sols, mais globalement, le minimum qu'on fait nous et qui fonctionne, c'est un coup de charrue pour déstructurer sur au moins une trentaine de centimètres, et après la fraise, le rotovator pour casser, supprimer, enfin détruire la strate herbacée et affiner le sol en surface pour faciliter la plantation. L'objectif du travail du sol, il est double, il est de déstructurer le sol un peu en profondeur pour permettre aux racines le plus rapidement possible de descendre en profondeur et de s'extraire des problèmes de sécheresse, et de supprimer la strate herbacée en surface qui, elle, les premières années, oppose une concurrence folle aux arbres avec leur système de racines qui vient pomper la moindre goutte d'eau qui tombe du ciel. Donc ça, c'est hyper important, voire nécessaire de faire ça. Et sur certains sols, notamment des sols argileux, on peut utiliser le sous-soleur pour essayer de... Parce qu'on a souvent, si on est sur des sols agricoles, on peut souvent avoir des problèmes de semelle de labour, c'est sur laquelle les racines viennent buter, et du coup, ça empêche les racines plus en profondeur. Donc on utilise un sous-soleur quand c'est possible et quand on l'a à disposition, hein, pour déstructurer le sol en profondeur. Ça, c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Donc pour planter une haie et avoir une haie qui pousse, c'est un peu l'objectif, hein, parce que c'est aussi possible, hein, de mal planter une haie, d'acheter plein d'arbres, de mal planter, de mal préparer le sol, de pas pailler et de se retrouver avec une haie qui, en 10 ans, ne pousse absolument pas. Les arbres sont pas morts, mais ils poussent pas. Donc ça, c'est hyper frustrant, et en plus, c'est un peu contre-productif et décourageant. Du webinaire, c'est que c'est très important de gérer les haies qu'on a déjà, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer, de retrouver une haie qui va être vive, avec plein d'essence, dynamique, enfin, les haies qu'on a envie de voir, quoi, plutôt qu'une haie à planter qui c'est beaucoup plus compliqué, ça demande quand même beaucoup de soins les premières années. Donc il faut bien préparer le sol, absolument, et beaucoup pailler. Et du coup, j'en profite, je réponds à la question de Monique qui demande avec quoi pailler. Et ben, avec tout ce qu'on trouve d'organique. Alors le must, ça va être le broyat ou les plaquettes, c'est-à-dire c'est des arbres ou des troncs qui seront passés au broyeur, arbres ou branches, hein. Ça, c'est vraiment si on en met une quinzaine, une vingtaine de centimètres, alors le problème, c'est qu'il en faut beaucoup. C'est un paillage qui va rester en place pendant 3 ans, et une fois qu'on l'aura mis, on n'aura plus rien à faire. Là, nos arbres, ils sont tranquilles. En plus, en se dégradant, il va venir amender le sol, apporter de la matière nutritive au sol qui va aider les arbres à pailler. C'est vraiment les haies qui sont plantées avec ce type de paillis qui ont une croissance la plus rapide. Après, sinon, on peut mettre de la paille. Typiquement, on fait souvent des chantiers avec de la paille parce que par chez nous, c'est une ressource qu'on n'a pas de mal à trouver. Le problème de la paille, c'est qu'il faut en mettre beaucoup et qu'il faut, pendant 2 ans au moins, venir en remettre tous les hivers. C'est-à-dire que si on a mis 3 roundballers de paille pour pailler sa haie, pour vraiment bien faire, et c'est vraiment important, moi je pense, de le faire, il faudrait l'hiver suivant remettre 3 roundballers de paille, et l'hiver suivant encore une fois. Et après, ce serait bon. Donc voilà, donc ça c'est moins cher, c'est plus facile à trouver, mais ça coûte plus de temps. Après, on peut mettre du foin, on peut mettre des cartons, on peut mettre. À vrai dire, on a fait un chantier de plantation l'année dernière chez une particulière qui a la haie qui a le poussé la plus vite. Enfin, on n'a jamais vu une haie en une année pousser aussi vite. Et elle a donc, on avait mis du broyat, une quinzaine de centimètres partout. Et après, pendant l'été, dès qu'elle avait un carton, dès qu'elle avait des trucs, elle allait remettre des cartons par-dessus. En fait, elle n'a pas arrêté d'empiler de la matière morte ou de la matière, on va dire, fabriquée par l'homme, mais qui est biodégradable. Et en plus, elle a désherbé sa haie. Alors là, si vous faites ça, alors
je conçois que c'est possible quand on a là, elle avait 100 mètres de haie, ce qui est quand même pas rien, un sacré travail. Ça reste possible pour 100 mètres de haie, quand on passe sur des longueurs plus grandes, c'est compliqué. Donc, c'est pas une solution qui est valable pour tout le monde, mais en tout cas, ça montre que quand on apporte un grand soin à ces plantations, qu'on les protège des chevreuils, qu'on les protège des lapins, qu'on les paille suffisamment et qu'on prépare bien le sol, on s'assure d'avoir quand même une haie qui pousse, et c'est quand même un peu l'objectif. Ça fonctionne bien pour ce qui est d'empêcher les herbes de pousser, pour, euh, pour, euh, pour permettre à l'arbre de bénéficier de son sol à lui sans avoir de concurrence. Ça fonctionne bien. Par contre, moi je trouve qu'en termes de, quand on a des sécheresses, paillage biodégradable, ça reste qu'un film fin. Alors, un plastique biodégradable, mais qui est noir. euh, Moi, je suis pas hyper fan parce que je trouve que ça peut très vite assécher le sol en dessous. Et ça fait monter le sol, ça fait monter les températures du sol de manière quand même assez élevée, donc ça met l'arbre dans une position un petit peu de souffrance. Alors que quand on a un gros paillis végétal, eh ben, il y a aussi un effet isolant en fait. Et l'effet isolant, j'ai le sentiment qu'il va être de plus en plus important avec les sécheresses et les canicules qu'on va avoir. Parce que là, c'est vrai que quand on plante des jeunes haies, des petits arbustes là dont on met les racines à 25-30 cm de profondeur, et qu'on les abandonne en plein cagnard tout l'été, parce que il faut bien avoir conscience qu'il ne s'agit pas d'aller arroser les haies, hein, si on plante des haies et qu'il faut aller les arroser. Les collectivités peuvent s'en donner les moyens, mais le monde agricole et pour les particuliers, c'est quand même plus compliqué. Donc il faut vraiment permettre à l'arbre de garder un sol le plus frais possible. Et du coup voilà, moi je privilégierais le paillage organique. Euh, Après là, ça a quand même des sacrés avantages, le paillage plastique, c'est que ça se pose avant la plantation, ça se pose avec un tracteur, c'est mécanisable. Euh, pour ce qui est de la concurrence aux herbacées, c'est parfait. Et puis effectivement, c'est biodégradable. Donc en soi, c'est pas la pire des solutions. Il vaut mieux faire ça que de rien faire ou de mettre juste un tout petit peu de paille qui, au bout de 2 mois, disparaîtra. Euh, Vaut mieux mettre de la bâche biodégradable dans ces cas-là. Et c'est vrai que des fois, quand on parle avec des paysans, eux, quand ça peut être mécanisé, que ça peut être mis derrière un tracteur, bah ça leur plaît bien. Alors des fois, il faut aussi, selon la personne à qui on s'adresse, adapter la manière de faire pour que ça aille aussi un petit peu dans son sens, quand on est sûr que ça va permettre à la haie de pousser, quoi. Quand on veut planter une haie, la première chose à faire, c'est plutôt d'aller regarder chez le voisin, dans les parcelles voisines, quel arbre pousse, et ça donne déjà une très bonne idée du cortège d'arbres champêtres que vous allez pouvoir planter chez vous. Chaque bocage ou chaque région de plessage a sa technique de plessage. Dans le Perche, nous, on plesse des brins qui font à peu près la taille du poignet, le diamètre du poignet. Et c'est assez souple, hein, il n'y a pas il n'y a pas un poignet référence. En gros, ça peut aller jusqu'à 8-10 cm maximum de diamètre. En fait, après, ce qui fait qu'on s'arrête plus loin, c'est que nous, on plesse avec des gouets, avec des serpes qui sont bien aiguisées, et très très peu avec des tronçonneuses. Et donc, on reste quand même sur des sections qui sont faisables sans trop s'échiner ou sans avoir la nécessité de sortir la tronçonneuse. Donc, quand on a une haie qu'on souhaite plesser, eh ben, tous les brins qui sont plus gros, on peut les supprimer. Soit on peut les supprimer, soit on peut les tailler à la hauteur du plessage qu'on veut obtenir pour les garder comme des piquets vivants s'ils sont dans l'axe de la haie. Donc c'est ça, généralement quand on fait du plessage, le plus gros du travail, c'est pas plesser, ça va être de préparer la haie. C'est-à-dire qu'il faut enlever les ronces, enlever si elle a pris de l'épaisseur, lui enlever un peu d'épaisseur pour pouvoir accéder aux branches aux brins du milieu. Et puis après, au fur et à mesure, on supprime tous les gros brins qu'on va pas plesser, on les enlève pour pouvoir se garder que les brins qui sont à la bonne dimension, qui sont bien dans l'axe, qui sont le plus droit possible. Et c'est ces brins-là qu'on va plesser. Bah, les arbres thétards, en fait, on n'y réfléchit pas au moment où on plante la haie. Quand on plante une haie, donc généralement, enfin nous c'est comme ça qu'on fonctionne, on plante une haie qui est constituée de buissonnants, d'arbustes, d'arbres de moyen G, d'arbres de haut G. On mélange tout ça joyeusement, sans faire absolument attention
on fait vraiment attention à ce qu'il n'y ait pas de séquences répétitives, parce que du coup, ça, d'un point de vue esthétique et même naturel, c'est quasiment c'est antinaturel et ça fait souvent des choses assez moches. Et donc on plante les arbres au hasard. Généralement, il y a des arbres, enfin, on plante toujours plus d'arbres de hoger et de grands arbustes, donc c'est les deux, on va dire, euh, qu'il n'y a de possibilité de faire de trognes. Donc après, en fait, on fera les trognes 10 ans après, à l'emplacement où nous, on voudra les faire, sur les arbres qui se seront bien conformés, qui auront bien poussé, parce qu'il peut aussi y avoir des arbres qui... c'est pour ça aussi qu'on plante une grande diversité d'essences, c'est que sur un même sol, pour une raison ou pour une autre, et des fois des raisons qu'on ne comprend pas, il y a une essence qui va se plaire et une autre pas. Et donc du coup, c'est plutôt 10 ans après, une fois qu'on a planté la haie, qu'on décide, cet arbre-là, il est bien placé, on va en faire une trogne, celui-là aussi. Donc, on fonctionne, la matière, la manière la plus naturelle, c'est de fonctionner comme ça. Sauf si vous avez, je sais pas, une entrée de site ou un point particulier que vous voulez marquer, ben là, vous pouvez faire attention de planter l'arbre que vous voulez trogner, vous le protégez, vous faites en sorte que lui, il ait quelques soins supplémentaires, histoire qu'il ne passe pas l'arme à gauche pour une raison ou une autre. Et puis, bah, 10 ans après, vous le taillez en trogne. Mais généralement, on ne réfléchit pas avant le jour de la plantation à quel arbre sera taillé en trogne. On fait plus ça avec les fruitiers, où là, on sait que c'est des arbres qui, eux, vont demander une certaine attention, et on en plante beaucoup moins que des charmes, des chênes, des érables. En fait, il y a tellement d'essences qui peuvent se tailler en trogne qu'on peut, qu'à la fin, on choisit, quand on choisit celles qui sont les mieux placées. Et oui, c'est plutôt l'hiver. C'est un peu comme la plantation d'arbres, ça va être de novembre à fin février. Ce qui nous arrange plutôt parce que, à vrai dire, il y a des Anglais qui plaissent au printemps. Mais généralement, bon, ça reste une technique paysanne, donc les paysans faisaient ça à une époque où ils avaient un peu moins de travail au champ, donc c'était quand même l'hiver. Et après, par expérience, plesser quand les arbres n'ont plus de feuilles, c'est quand même beaucoup plus facile pour repérer, on va dire, l'ossature de la haie, comment se comportent les brins. Et ça va être plus facile d'avoir une vision du plessage qu'on va faire en plessant des brins sur lesquels il n'y a plus de feuilles. Et c'est aussi une technique qui est un peu physique, dans laquelle on a vite chaud, mais pour lesquels on est beaucoup dans les épines, dans les buissons d'épineux. Donc si on faisait ça au printemps ou l'été, ce serait physiquement impossible d'avoir des manches longues, des bottes et des gros gants en cuir alors qu'il fait 30 degrés. Donc c'est vraiment un super travail d'hiver parce que ça permet de passer des super moments dehors tout en étant bien, en ayant chaud, parce que c'est un travail qui donne chaud, et en étant au contact des arbres. Moi j'adore faire ça l'hiver. C'est vraiment c'est le ski percheron, quoi. On a travaillé récemment avec une éleveuse de poules pondeuses qui souhaitait intégrer des haies. C'est notamment des haies et des arbres, c'est notamment intéressant pour les poules parce que c'est des animaux qui aiment bien être à l'ombre et qui auront un comportement naturel qui vont beaucoup plus explorer leur terrain quand ils ont de l'ombre. Surtout que les arbres après amènent insectes, feuilles, petits insectes, enfin tout un tas de cortèges d'animaux au sol qui peuvent complémenter l'alimentation des poulets. En fait, la place et le type de haie, c'est vous qui décidez. Une haie, on peut décider qu'elle fasse 50 cm de haut sur 30 cm de large sur 20 mètres de long, comme on peut décider qu'elle fasse 10 mètres de large sur 25-30 mètres de haut. Donc là, il faut plutôt voir votre contexte d'élevage. Après, il y a aussi la protection des arbres. Quand je vois poules, canards, brebis, il faut que les arbres soient protégés, sinon aussi bien les poules que les brebis. Alors les poules, quand les arbres sont jeunes, harcèlent les jeunes arbres, virent le paillage au pied et donc freinent considérablement la pousse des arbres, voire annihilent complètement la pousse d'une haie. Et les brebis, pour avoir constaté ça en direct aussi, c'est pareil. Il faut vraiment, là, il faut se poser la question des protections à apporter pour que les arbres puissent se développer normalement. Et après, pour ce qui est de la place et le type de haie, bah, ça va être plutôt quelle fonction vous attendez de cette haie. Est-ce qu'elle doit vous faire de l'ombre? Est-ce qu'elle doit briser le vent d'ouest ou le vent du nord? Est-ce qu'elle doit fournir des fruits en même temps? Est-ce qu'elle doit cacher un bâtiment? Est-ce qu'elle doit guider les animaux
vers le fond d'une parcelle? Est-ce que c'est pour reparceller, refaire des petites parcelles plus adaptées? Est-ce que c'est pour faire du fourrage? Voilà, il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. En fait, il faut prendre la haie et les arbres, surtout dans le cadre agricole, mais aussi évidemment dans un cadre particulier, comme une boîte à outils, qui a plein de potentialités, mais que chacun va choisir en fonction de ce contexte. Il faut dégrossir absolument ce dont toi tu as besoin pour savoir quoi te proposer. Les cultures maraîchères, ben oui, ça se développe de plus en plus, les haies, en tout cas les arbres et le maraîchage. Ça, c'est pareil, il faut voir si c'est pour faire une double production, faire des fruitiers, ou si c'est pour couper du vent d'une parcelle qui serait sujette au vent d'ouest ou au vent du nord. Voilà, c'est pareil. Il faut vraiment voir l'arbre comme un outil à votre service. Alors, c'est un outil à notre service, et puis en plus, cerise sur le gâteau, c'est que ça attire, c'est aussi des écosystèmes qu'on recrée pour toute une faune et une flore qui bénéficiera d'un truc que vous faites à la base pour vous, pour votre usage. Mais du coup, c'est ça qui est assez chouette, c'est que ça élargit à bien au-delà de ce que vous avez besoin. Ça rend service aux voisins qui peut trouver ça beau, aux gens qui se baladent, aux renards, aux hérissons, à tout ce que vous voulez. Donc, je vous invite à planter. Et à nous solliciter si vous avez besoin d'aide. Typiquement, pour moi, les trognes, c'est un bon arbre à installer pour les maraîchers. Dans le sens où, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un arbre qu'on vient retailler régulièrement, toujours au même endroit. À la base, c'est pour récolter du bois, faire du fourrage, faire des tas de choses avec ce bois, mais on peut aussi l'imaginer comme un parasol qui pourrait venir faire de l'ombre, mais duquel on pourrait contrôler la dimension. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir une rangée de trognes au milieu entre deux zones de planches de parcelles, trogne d'érable, trogne de chêne, trogne de plein de trucs, et que tu viendrais recouper dès que l'arbre fait trop d'ombre, hop, on les recoupe au niveau du tronc et on les laisse repartir, et ça permet d'avoir une espèce de parasol comme ça qui s'ouvre et qui se ferme, mais dont on maîtrise quand même la portée. Et du coup, ça peut être adapté. Aussi bien les trognes, les haies, le plessage, la gestion des arbres fruitiers, c'est des choses qui ont du coup, à l'échelle d'une exploitation dans lesquelles on a à la fois de l'élevage, de la culture, qui prennent absolument toute leur place et qu'on peut décliner quasiment dans toutes les potentialités. Il faut savoir que les trognes, notamment quand on fait de l'élevage, c'est aussi historiquement une source de bocage, une source de fourrage qui est non négligeable, parce que c'est un fourrage qu'on peut récolter l'été, quand justement les parcelles herbacées fournissent moins, parce que soit elles ont été fauchées, soit elles ont grillé. Et ben, du coup, on peut tailler ces trognes l'été, par exemple des trognes de frêne qui sont d'un point de vue alimentaire, qui sont très intéressantes pour les ruminants. Et ben, on peut les tailler l'été, les mettre à brouter directement au pied de l'arbre par les brebis, les chèvres ou les vaches, récupérer les branches, en faire du broyat pour remettre dans ses parcelles ou au pied de ses haies. Et l'arbre, ça va pas le faire mourir, il va repartir dans la saison, et donc se faire un petit cheptel de trognes comme ça qu'on peut retailler pour faire du fourrage, notamment dans l'élevage, ça peut apporter de la résilience aux fermes en cas de grosse sécheresse. Et ça, je pense que c'est pareil, à l'avenir, c'est quelque chose qui serait bon de commencer à implanter dans les fermes, parce que c'est quand même des désagréments vers lesquels on se dirige, hein, les grosses sécheresses. Donc, en fait, c'est tout simple, hein, nous, ça fait la maison botanique, ça va faire une vingtaine d'années qu'elle sensibilise sur les rôles, les enjeux des haies champêtres, la biodiversité, pourquoi les haies sont vachement importantes dans le paysage. Sauf qu'on sensibilisait tout le monde, sauf les paysans, ce qui est quand même une aberration, parce qu'on avait, c'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on n'avait pas accès à leurs oreilles, et puis qu'on était vu un petit peu comme une asso écolo, ce qui est pas forcément bien vu dans le milieu paysan. Et on a changé un petit peu notre fusil d'épaule, ou du moins notre manière d'aborder ces thématiques-là, et puis on s'est dit que nous, ce qu'on voulait, c'était aider les paysans, les agriculteurs, les collectivités qui avaient des projets de plantation,
Et puis ceux qui trouvent ça nul, qui veulent encore arracher des haies, et cetera, bon, on les juge pas, on les laisse, enfin, après ils ont leurs raisons. Voilà, on voulait pas se positionner en juge d'une pratique ou d'une autre, on voulait juste accompagner les personnes qui souhaitaient réintroduire l'arbre dans leur système agricole. Et du coup, bah, en rencontrant ces paysans, on s'est rendu compte que il y avait 3 freins principaux qui empêchaient la création de ces plantations. C'était le premier, c'est que les personnes souvent ont perdu la compétence technique sur les arbres, ne savent plus quel arbre planter, sur quel sol, pour quels usages, etc. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est le frein financier. Donc on a réussi à obtenir via la fac agroforesterie des financements pour payer les arbres. Et le dernier frein, c'est la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a créé ce collectif de bénévoles qui vient planter les arbres chez les gens. Qu'on vienne qu'on vienne voir chez vous, qu'on regarde le sol, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'on prenne les informations et puis qu'après on travaille à distance, qu'on vous fasse un conseil technique à distance, ça c'est tout à fait possible. C'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que ça dépend de la longueur. Si vous avez 500 mètres à planter, c'est vrai que c'est bien de trouver des copains pour planter. Et là, pour le coup, le collectif, il a tout son sens. On fait des chantiers de plantation, mais on va aussi visiter les chantiers. Les années passant, on espère avoir des chantiers qui vont finir par avoir 4, 5, plusieurs années pour aller les visiter et montrer aux gens l'évolution des haies. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos adresses mail, qu'on puisse vous envoyer les infos. Merci Monique. Châteauneuf-sur-Loire, d'accord. Ah oui, Thomas Aveyron. Ok, chouette, t'es pas à côté. Et donc voilà, si vous souhaitez avoir des informations, alors c'est vrai que du coup, Châteauneuf-sur-Loire, Aveyron, vous n'êtes pas à côté. Mais ne serait-ce que pour suivre, c'est intéressant, surtout qu'on a décidé, enfin ce qui est intéressant dans ce collectif, c'est qu'on essaye d'apporter des compétences aux planteurs qui viennent nous aider. Et moi j'essaie du coup de les former, de transmettre ce que je sais pour qu'à terme on soit une brigade de plein de petits Étienne qui savent faire ce que je fais et qu'on puisse démultiplier les actions sur le territoire. Et donc, du coup, je pense qu'on va aussi créer des petites formations à destination des bénévoles. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, ça peut être une raison de plus de nous rejoindre.